Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Toujours la même intro, mais toujours autant d'enthousiasme. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux entrepreneurs. Comment ça va les gars ? Ça va super et toi ? Mais super, bon j'ai pas fait l'intro et je t'ai presque coupé la parole, cher Roy, désolé. Mais du coup, je suis avec les cofondateurs de Augment, à savoir Ariel et Roy. Alors je repose la question, cher Ariel, tu nous as dit que ça allait, c'est ça ? Ça va super. Bon, et toi, Roy, quel mindset actuellement ? Un kiff d'être là, un kiff de partager notre histoire ensemble et un kiff d'être avec toi. Allez, grand plaisir. Bon, on va prendre beaucoup de plaisir lors de cette prochaine heure. Je vérifie que ça enregistre. Oui, ça enregistre. Première question, qu'est-ce que Augment ? Juste histoire de mettre les pieds dans le plat, mais on va quand même revenir sur votre parcours avant, parce que ça m'intéresse fortement. Qui pitch ? C'est qui Monsieur Pitcher entre les deux ? Alors d'habitude c'est Roy. Moi, c'est plus avec les clients en général et Ariel, c'est plus avec Eh les ben, invests. on va dire à Ariel de pitcher alors, ça va être bien. Ariel sans prépa et Roy avec prépa. Bon, ben, ça s'appelle un podcast authentique. Augment, c'est un MBA alternatif. C'est donc une formation business qui couvre les fondamentaux de stratégie, marketing, entrepreneuriat, innovation, leadership, finance, etc. 100% en ligne, 100% flexible, donné par les plus grands entrepreneurs, fondateurs et CEO de la planète. Et on parle des fondateurs de YouTube, de Wikipédia, de Shazam, de J'allais dire l'âge des noms. Mais Voilà. Il est bon, ok. Les bras droits de Jeff Bezos, la chief of staff de Eric Schmidt, le CEO de Google, des top exécutifs du BCG, de Meta, etc. Donc, ancien CEO, non ? De Eric Exactement. Schmidt. Ouais, c'est ça, ok. Est-ce que tu veux compléter ou t'es plutôt raccord avec ton co-founder ? Je suis plutôt raccord avec mon cofondeur et si je dois ajouter quelque chose, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre le business, qui n'ont pas forcément envie de dépenser des centaines de milliers d'euros, qui n'ont pas forcément envie de quitter leur travail pendant 2 ans pour continuer à apprendre. Et ben nous, on vient créer cette alternative où tu vas retrouver du contenu que nous, on pense d'être encore meilleure qualité que tu vas trouver dans un traditional MBA. Et en plus, on va venir ajouter cette dimension communautaire, cette dimension opportunité qu'ont les MBA traditionnels. Le but, c'est quoi ? C'est qu'en sortant de là, un étudiant qui a suivi le MBA rejoigne une boîte ou monte sa boîte ? On a un persona assez divers. Il y a la grande majorité, je dirais au moins plus de 50%, veut un jour monter sa boîte. Donc, c'est ou bien des entrepreneurs qui ont déjà des boîtes pour le moment, ou bien c'est des gens, on a beaucoup de personnes techniques, des data scientists, des ingénieurs qui sont dans une boîte, mais qui ont dans un coin de leur tête l'envie d'un jour aller monter une boîte et c'est le programme parfait pour eux. Et puis, on a aussi des personnes qui sont dans des boîtes, qui ont envie d'aller next step, qui veulent devenir manager, qui veulent monter dans le leadership et qui ont besoin de ce business knowledge pour passer un cap. Et c'est aussi quelque chose de confiance en soi. On leur donne confiance avec un programme comme ça. Mais souvent, je dis ça, l'entrepreneuriat, enfin le mot entreprendre, en vrai, c'est à la portée de tous, même d'un point de vue perso, tu entreprends au quotidien. Est-ce que tu dirais que même ces personnes qui veulent bâtir leur carrière, accéder à des postes de leadership, c'est l'intrapreneuriat ou c'est l'entrepreneuriat sur leur propre carrière ? Je sais pas qui veut répondre, les gars. Hein. Vous m'avez dit avant qui parle, c'est à vous de voir. C'est vrai que nous, on axe beaucoup nos cours sur le mindset de l'entrepreneur, qui est une attitude, qui est une manière d'aborder les responsabilités, qui est une manière de gérer les projets, et qui s'applique autant pour des gens qui veulent monter leur boîte que pour des gens qui veulent prendre plus de leadership et de place dans la structure dans laquelle ils sont. Et je pense de connaître les fondations et les frameworks de base de l'entrepreneuriat peut bénéficier énormément à des gens qui même sont en poste et veulent monter dans leur boîte. Tu parles juste de... Putain, j'ai envie de revenir sur votre parcours, mais là, je ne peux pas m'en empêcher. Tu parles de mindset et je trouve ça drôle. Je crois qu'on est... Je ne sais pas si une personnalité on est avec, mais en gros, le mindset, tu dis qu'on peut le façonner, on peut le nourrir, on peut le cultiver. Exactement, parce qu'il y a une partie d'inné qui est de la personnalité et une partie d'acquis qui est l'expérience. Ok. Et c'est ce qu'on va apporter avec Augment. C'est un éventail d'expériences que des gens lambda comme toi et nous ne peuvent pas vivre et qui va justement traduire ces expériences au plus haut niveau en des concepts et des attitudes à adopter au quotidien pour des gens qui sont dans des carrières qui sont pas du tout dans ces positions-là et qui peuvent de manière très actionnable aller demain au travail et les appliquer dans leur job. Donc vous l'aurez compris, je dis à mes auditeurs, mais dites-moi si je me trompe, c'est pas fait pour tout le monde. Et en même temps,
On va en parler de la secret sauce après. Est-ce que c'est très du technique? Est-ce que justement c'est des choses qui sont un peu moins palpables? En revenir à une chose, les gars, si ça vous va, je crois qu'on a sensiblement le même âge. Est-ce qu'on peut trahir votre âge ou pas? Est-ce que tu as 27 ans aussi? Non, j'ai 29. Ah. J'ai 29, j'ai pas fait le premier million encore. D'ailleurs, on l'a pas dit, vous avez levé de l'argent, mais on va en reparler après. Non, j'aimerais vous poser une question. J'étais en train de faire l'installation à côté de votre employé, quoi. Est-ce que c'est un putain de kiff pour vous de voir des personnes pitcher votre projet? Je pense que c'est un des trucs les plus kiffants, clairement. Quand tu arrives à transmettre à tes équipes, aux personnes qui travaillent avec toi, une passion pour le projet que tu as créé de zéro, qui n'existait pas, c'est vrai que c'est un bonheur inimaginable. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une équipe qui est aussi passionnée que nous par le projet, qui croit en ce qu'on fait, qui est jeune, qui est ambitieuse. J'allais dire, elle a sensiblement le même âge, l'équipe en plus. Exactement, Ouais. jeune, ambitieuse, qui vient au bureau avec l'envie de s'éclater, de faire des grandes choses et de changer le monde. Donc c'est vrai que c'est un bonheur de voir quand les équipes s'approprient le projet et y croient autant que toi. Je sais pas si tu veux compléter toi d'ailleurs, Ariel. Non, c'est marrant, on était aujourd'hui dans cette salle, on est dans nos bureaux. D'ailleurs, c'est un plaisir vraiment de te recevoir ici. Merci. Et on a eu une grosse réunion juste avant la fin d'année pour poser tous les sujets sur la table. Et après, avec Roy, on est sorti pour faire un petit débrief. Et la première chose qu'on a dit, c'est « ils y croient ». Et c'est un bonheur. Et c'était vrai, c'est sincère. Ils y C'est un croient. truc que t'anticipes vraiment. Est-ce que tu te dis quand tu veux créer une boîte, quand vous étiez que vous deux, que vous étiez en train de penser, et on va revenir à la genèse du projet, ouais, je vais plus poser la question différemment. Évidemment, il y a des chiffres, évidemment, vous levez de l'argent, vous avez des clients, enfin des étudiants, etc. Mais est-ce qu'il y a un truc un peu comme ça que vous n'aviez pas anticipé et vous êtes regardé en mode c'est ouf quoi, enfin genre. Il y a de l'intangible. Et clairement, je pense que c'est vrai dans n'importe quel type de groupe ou d'organisation, il y a un moral général. C'est ça que j'allais dire. Et on sent une vibe, on sent soit un enthousiasme, parfois il y a une mauvaise humeur quand les chiffres vont pas dans le bon sens, quand il se passe des choses, quand il y a de la confusion et qu'on comprend pas pourquoi. Mais c'est clair que sentir l'enthousiasme, l'engagement et de la confiance dans les directions dans lesquelles on va, c'est un énorme bonheur. Et comme tout le monde le sait, une start-up, de manière générale, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, on a pu ressentir quand les équipes et nous-mêmes, on y croyait un peu moins. Nous, on y croit toujours à 1000% évidemment, mais où le moral était moins bas. Et donc, c'est vrai que quand il est plus haut et quand les choses vont mieux, c'est sûr qu'on le remarque d'autant plus. Et est-ce que vous êtes capable, est-ce que c'est une responsabilité en tant que founder, en tant qu'employé, parce que moi je pars du principe aussi que, tu vois, je veux pas dire que l'entrepreneuriat soit antinomique avec le salariat et que d'ailleurs tu peux faire les deux, mais je pense qu'un entrepreneur, dites-moi si je me trompe, sa responsabilité est aussi d'employer des gens et de créer de la valeur. Est-ce que quand vous êtes mal, et on peut rentrer un peu dans votre association à vous deux, mais est-ce qu'il y en a un pour remonter le moral de l'autre? Est-ce qu'au contraire, il y en a un où vous vous êtes rendu compte que son moral impactait le reste de l'équipe et or, c'est là où je parle de responsabilité, faut aussi protéger vos équipes. Comment ça se passe? Je pense que tu mets le doigt directement là sur un des sujets les plus Ariel, arrête de faire. Non, mais le management de manière générale, c'est comme ça s'apprend pas. Ouais. Mais, on va en parler. Alors là, on va en parler. Sorry. Je vais être très honnête. Quand je commençais la startup, je me suis dit, il y a une chose où je serais le meilleur du monde, c'est le management. J'étais à côté de la plaque. Non, mais vraiment, je suis honnête avec toi. Et je pense que tout le monde peut partir avec plus ou moins une intelligence émotionnelle et se dire, OK, je sais comprendre les gens et c'est ça. Le management, comme tout dans la vie, ça s'apprend. Tu fais des erreurs, tu grandis, surtout pour des jeunes entrepreneurs comme nous qui n'avons pas spécialement 15 ans d'expérience dans une boîte et donc qui n'avons pas managé d'autres personnes. C'est vrai que c'est un skill qui s'apprend. On fait des erreurs. Je pense que là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, et ce qu'Ariel me répète souvent, c'est on doit être plus professionnel, ne pas trop laisser paraître nos émotions. Nos émotions impactent les émotions des autres. Chaque mot que tu dis peut avoir un impact sur les autres. Ça, c'est des choses qu'on apprend, on grandit et on apprend à prendre conscience de ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour la boîte et ce qui impacte les gens directement. Et après, sur la question de qu'est-ce qui se passe quand ça va mal, quand le moral n'est pas bon, est-ce que tu dois garder le cap, etc. Tu as toujours cet équilibre entre ramener à la réalité quand parfois on sent qu'on se pense trop beau, ce qui est un énorme danger dans le business, et lutter contre la dépression quand les choses ne vont pas dans le bon sens, etc. Donc clairement, il y a toujours cet équilibre-là à jouer et c'est vraiment une question de à quel point est-ce que tu sens, il n'y a aucune règle. Et l'équilibre, vous le trouvez entre vous deux justement? En fait, je pense que quand le moral est bas,
c'est à nous d'être optimistes et d'y croire encore plus de manière irrationnelle. Et par contre, quand le moral est haut, c'est aussi à nous de attends, regarde ça, il faut faire attention à ça, ça, ça. Et donc c'est vraiment en fait à nous de à chaque fois équilibrer la balance pour être sûr qu'on soit toujours sur une pente ascendante, mais juste. Ok. Pas se brûler les ailes ou pas se croire trop beau, très clair. On va reparler de management, etc. J'allais vous dire, est-ce que les gens, si je leur demandais, allez, je vous la pose la question. Si je demandais, donc vous êtes combien un peu moins de 10, c'est ça? Ouais. Ok, donc j'ai vu une partie de l'équipe qui m'a l'air fort sympathique. Très bon accueil. Bon recrutement. Non, plus sérieusement, si je les prenais un par un et que je leur disais... je vais poser 2 questions. La première, c'est un mot et je serais curieux de savoir, toi, si tu peux répondre par rapport à Ariel. Donc, du coup, toi, Roy, si un de tes employés si tu demandais à un de tes employés un mot pour caractériser Ariel, vas-y, réponds, je te pose la question juste après. Confiance. Un seul mot, je te dirais le mot pour confiance. Et je te repose la question à toi, Ariel, par rapport à Roy. Je dirais intensité. Ok. Et je le sais, parce qu'on a fait ce jeu-là en off-site. Putain, vous faites chier, les gars. Et on a demandé à chacun d'écrire. On a commencé demander à chacun d'écrire sur un petit papier un mot sur chaque personne de l'équipe. Et on a joué le jeu à 100%. Et le mot moteur ou intensité est revenu presque unanimement pour Roy. Et Ariel, voilà, c'était inspirant, confiance, prendre beaucoup sur ses épaules et donner le cap. À titre perso, j'aime bien parler de moi, mais je m'identifie bien à... J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que toi, du coup, Roy, donner de l'énergie à des gens, ça t'en procure en fait. Exactement. Donc je trouve que c'est facile à dire, introverti, extraverti, je me ressource en public versus j'ai besoin d'être seul. Mais bref, on repasse sur ça. Ma deuxième question qui est bien plus intéressante selon moi. Est-ce que vos employés vous considèrent comme des potes? Pas entre vous, hein, mais vous, est-ce qu'ils pensent que vous êtes leur ami? Alors, si je leur posais la question, selon vous, qu'est-ce qu'ils répondraient? Question d'autant plus intéressante que pour une partie d'entre eux, c'était des amis. Des connaissances. Au début. Et d'ailleurs, question d'autant plus intéressante encore que Roy et moi, on est amis. Tu me dis si tu veux faire les questions, Ariel, parce que tu penses bien qu'il y a un petit fil dans ma tête. Hein. Non, mais donc c'est vrai que on avait des relations amicales qui existent toujours avec certains membres de l'équipe. On a commencé par une amitié. On a une autre partie de notre relation qui est un volet totalement différent, qui est professionnel. Je pense que, comme on le savait depuis le début, on a abordé ça avec assez de maturité pour faire la distinction et faire en sorte que ça n'empiète pas. Je dirais même que c'est une force parce qu'il y a un élément de confiance qui est un peu différent. Tu connais la personne, tu connais sa famille, tu l'as connu dans d'autres cadres et qui permet de construire quelque chose aussi d'un peu plus profond. Après, il faut être assez mature aussi pour parfois mettre ça de côté et dire les choses telles qu'elles sont, regarder le business, chacun a ses intérêts. Et au final, il y a cette dimension-là aussi. Mais entre guillemets, monter une boîte aussi, c'est pour le plaisir, c'est pour faire vivre une aventure avec des gens que tu aimes. Et quel meilleur signe que de faire ça avec des gens qui sont amis avec toi. Et expliquez-moi, parce qu'on doit avoir le même âge, la même génération, putain, je l'ai déjà dit, passons. On a tous entendu ce truc de la génération de nos darons qui disait « Ne fais pas de business avec tes potes, ne fais pas de business en famille ». Tu viens de dire un truc qui est, quand tu crées une boîte, c'est pour créer du plaisir. Enfin, pour prendre du plaisir et aussi en créer accessoirement ou de la valeur. Et le plaisir, tout le monde le sait, c'est toujours cool de le partager avec quelqu'un. Pourquoi ils nous ont dit ça, nos darons? Ou pourquoi ils pensaient ça? Est-ce qu'on est en train de... À mon avis, parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Ah non, mais... intéressant. Ils sont pas tous cons, nos darons. Non, à mon avis, pas. Je pense que... Il y a pas un changement de paradigme on va en parler, on se connaît depuis extrêmement longtemps. Et je pense que faire une boîte avec un ami très proche, évidemment qu'il y a un risque pour l'amitié. Et il y a 1000 personnes qui m'ont déjà posé la question, mais tu n'avais pas peur de faire une boîte avec ton meilleur ami? Je pense que Ariel et moi, c'était tellement ancré en nous ce rêve de faire une boîte. Pas forcément à deux, il s'est avéré qu'on l'a fait à deux. Mais l'aventure, je vais dire un truc un peu triste, mais c'est comme si on la met au-dessus de tout. Okay. Au-dessus de tout. On est prêt à prendre ce risque
parce qu'on sait que le gain de vivre ça ensemble et de vivre au jour le jour, et là ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble presque, et c'est que du kiff intense, et j'espère que ça sera encore comme ça plein d'années, on met ça limite au-dessus de notre amitié qui, je peux te l'assurer, était déjà extrêmement forte. Et donc c'est un peu ce choix qu'on fait. Moi, c'est un truc que je crois profondément, c'est que tu ne montes pas une boîte avec quelqu'un que tu ne connais pas au moins depuis 5 ans. Tu dois connaître les qualités, tu dois connaître les défauts, tu dois savoir comment il Donc réagit. rencontrer ton co-founder sur une app. Moi, une j'y crois soirée. pas du tout. Ok. Moi, j'y crois. Je dis pas qu'il n'y a pas des boîtes qui ont pas marché. On parlait de Moi, personnalité. Moi, j'y etc. crois pas. Mhm. Et je pense que ce qui fait notre force à Ariel et moi aujourd'hui, c'est comprendre sans se parler, comprendre où l'autre veut amener une discussion sans se parler, parce qu'en fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et voilà, moi, je pense que c'est une force. Et moi, je pense jamais je montrerai des boîtes avec des personnes que j'ai rencontrées il y a 1 mois. Agreed. 100%. Bon. Cher Ariel, je t'ai contacté en 2020. Oh putain. Je t'ai contacté en tant que mon aîné, car tu étais en VC et je voulais rentrer dans le game. Ouais, tu te souviens évidemment. Je me souviens très bien. Je me Du souviens coup, très bien. enfin, quand je t'ai recontacté là il y a pas longtemps, je me suis dit, est-ce qu'il se souvient de moi? Mais Et tu m'as répondu, évidemment. assez rapidement. Déjà, j'ai une question. Donc, vous êtes très bons potes, tu dis depuis plus de 15 ans, quoi. Vous vous en rencontrez au collège, c'est ça? 10 ans. Ouais. Ouais, ok. collège. Nos grands-mères sont très amies Oh, depuis Dave. avant notre naissance. Non, mais C'est un hasard, hein? Non, c'est pour te dire. C'est pour te dire. De ouf. Donc nos grands-mères sont très amies depuis avant qu'on soit nés. C'est quoi cette histoire de vouloir monter une boîte ensemble? Je spoil un peu, mais vous aviez déjà le mot entrepreneuriat à vos 18 ans dans votre tête. C'était quoi l'entrepreneuriat à l'époque? Pourquoi le faire à deux? Parce que, encore une fois, j'aimerais comprendre de part et d'autre, mais c'est quoi votre vision à cette époque-là de l'entrepreneuriat? Et pourquoi vous avez choisi de commencer un premier truc très jeune ou même s'il n'a pas fait long feu. on a fait le même parcours, on a fait même collège, même lycée, on était assis ensemble en cours depuis qu'on a 12 ans. Ok, qui était meilleur à l'école? Désolé. Ariel. Alors que je comprends pas. C'était C'est toi qui te prépare et il fait que de l'info. Oh putain, j'ai déjà eu un pote comme ça, je le détestais, hein, je te le cache pas. Ah non, à l'école, je pense pas que Roy se préparait plus que moi, loin de là. Ensuite, on a tous les deux été à la même université en Angleterre. On a fait des études très différentes. Roy a fait maths, moi j'ai fait histoire, donc quand même assez différent. Ensuite, on est tous les deux rentrés ensemble à HEC et on était coloc. Il avait la chambre en face de moi. C'est HEC Entrepreneur? Non, Ou c'était- le grand école. Ok, Et l'admission puis, internationale. En deuxième année, on a fait le M2 Covid. Ah bah trop drôle, je l'ai eu à l'EDEC. Édition spéciale. Ouais. Et donc en fait, on a vraiment grandi ensemble. Pour te dire, ce moment mythique où on arrive à HEC ensemble, on prend la route de Bruxelles parce qu'on est de Bruxelles à la base, dans la voiture, c'est l'été, Oussama Hama à fond dans les oreilles. Et voilà, on est arrivé en France à deux, on était là, on va conquérir le monde, mais vraiment. conquérir Paris. Oussama. Parce que c'était l'époque The pic de Family, famille. ouais. Qu'est-ce que tu faisais d'autre à 21 ans quand tu rentrais à HEC à ce moment-là, c'était une évidence. C'était quand même. Enfin, j'ai reçu. T'es au Lyon, c'est la même promo que vous ou pas? Vous êtes croisés à je pense HEC? plus On a dû se croiser. Mais en gros, excuse-moi, même Oussama Hamar, tu poses la question à des mecs qui font HEC entrepreneur. Bon, aujourd'hui, après le scandale, ils le connaissent. Avant ça, je suis pas sûr que tout le monde connaissait The Family quand t'étais pas dans l'écosystème. Bon, nous, on était de base passionnés d'entrepreneuriat, donc c'était eux quand même qui avaient le monopole à ce moment-là. Question sous-jacente, donc j'ai bien compris, vous êtes renseigné sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes rentré chez HEC, ou à HEC, je sais pas comment on dit, c'est parce que c'est la meilleure école de France, ou c'est donc pour développer, et là je pèse mes mots, votre carrière, car on parle de carrière à l'époque, avec des stages, etc. Ou c'était juste pour aussi vous donner la légitimité demain d'entreprendre en vous disant j'ai un plan B. C'était quoi à ce niveau-là? Moi, j'ai postulé à HEC parce que Roy m'a dit que c'était top. Pas une blague. Vraiment pas une blague. Et vu que t'étais meilleur que Roy à l'école, tu t'es dit je peux l'avoir quoi. Non, mais je pense que Roy m'a dit que c'était top, donc j'ai postulé et je l'ai eu. Et je pense que Roy s'est dit bah s'il l'a eu, alors moi aussi. Et il a postulé. Et il a postulé Donc, après. quand on était en 3e année à King's en Angleterre ensemble, Ariel a eu HEC. Moi, je me suis dit, c'est ou HEC ou rien. J'allais partir bosser en start-up, je sais pas ce que j'allais faire, mais je n'avais littéralement pas de plan B. J'ai tout donné pour HEC et encore une fois, on s'est retrouvé à deux à HEC. Putain, la belle histoire. Et je t'ai interrompu, tu veux continuer un petit peu, Ariel. Donc tu disais les mêmes études, vous avez fait HEC. Mais donc de base, on a toujours réfléchi à des idées de start-up ensemble. Notre premier pitch deck commun,
date de 2017. On est passé par, je pense, vraiment des dizaines de mauvaises idées. Allez, parle-nous de... Ah, il y avait alors, franchement, dans la J'ai liste, fait le nom là. dans la liste des mauvaises idées, on en a des dizaines. Des préparations aux interviews pour entrer dans les écoles de commerce, une app de betting. Je pense que si tu es étudiant et que tu n'as pas réfléchi à faire une app de betting, c'est que peut-être au fond tu veux pas vraiment être entrepreneur. Des idées de où acheter quoi, je cherche du scotch, est-ce qu'ils en ont au Carrefour à côté de chez moi. Ou acheter quoi. Voilà, tout ce genre de billion dollar ideas qui n'ont pas été réalisés, mais qui forgent le chemin et qui font partie Qui nourrit la intégrante, réflexion, quoi. et c'est obligatoire. Vous avez vendu des petites choses avant Augment? Alors, je pense que une des réponses que tu viens chercher là, c'est vraiment où on a su qu'on était entrepreneur vraiment. Il y a un peu un double truc. Je te la poserai, mais presque avant ça, c'est pourquoi vous vouliez devenir entrepreneur? Ok, alors Mais c'est dur à ça que j'allais plus ou moins d'intellectualiser. répondre. Je pense que Ariel et moi, on a eu chacun une expérience à 18 ans qui nous a vraiment marqué. On était, si tu veux, tous les deux chefs d'un mouvement scout. Pas le même. Ok. Donc, on était chacun chef d'un mouvement scout à Bruxelles. Un de droite, un de gauche. Je te dirai pas lequel est lequel. Ah, en termes de politique. Ah, c'est drôle ça. Donc on est dans une Rivaux. cohabitation là. Non, Ouais. rivaux. Rivaux. Nos deux mouvements étaient. Donc, il y a C'était PSG plein- Marseille. il y a- quoi. non, il y a plein de groupes scouts et c'était vraiment PSG Marseille. Exactement ça. Le On était rivaux, mais déjà très 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 proches parce que on vivait exactement la même expérience. Ok. Et en fait, En chef gérer un d'équipe. mouvement scout ou un mouvement de jeunesse, nous c'était un mouvement de jeunesse, c'est une aventure entrepreneuriale qui est par exemple mesurée au nombre nombre d'élèves qui viennent à tes camps d'été, tes camps d'hiver. Et donc c'est voilà, déjà là on avait des équipes à gérer, on avait des projets à faire tous les samedis, on organisait des camps de vacances et on pouvait mesurer notre succès au nombre d'élèves qui venaient le samedi à nos activités. Et là, pour tous les deux, c'était pareil. C'était, voilà, on a découvert un truc, Ouais. on a senti que c'était fait pour nous, on a senti que c'est ça qui nous faisait vibrer, et encore pendant 10 ans après, on en a parlé parce qu'on rêvait encore de ce moment où on gérait, on était à gauche, on était à Un droite. rêve sur deux ou un rêve sur trois. Ma copine, elle en peut plus. Je ne parle que de ça. Mais c'est vrai, et c'était il y a 10 ans. Et on essaie de retrouver, ben voilà, c'est C'est un peu notre Madeleine de Proust. évidemment, de responsabilisation, de sentir avoir des sujets, pouvoir gérer les choses, pouvoir embarquer des gens dans une direction. C'était un vrai bonheur. Tu découvres ça très tôt, mais en fait, toute ta vie, tu vas essayer de te battre pour retrouver ça. Vous parliez à ce moment-là, enfin tu l'as dit juste avant, des idées, tu as dit Billion Dollar Company, on a tous été, en tout cas toi et moi c'est sûr, matrixés par les levées de fonds de par notre passé en VC. Elle est bizarre ma question, mais parce que tu parles de scout, il n'y a pas d'argent, enfin c'est Non. non lucratif, ok. Ah ouais. C'est quoi que vous voyez dedans en gros concrètement vous entreprenez pour créer de l'argent et une boîte qui va valoir 1 milliard, vous entreprenez pour servir des étudiants, créer une team. Bon, je pose un peu la question, mais t'es dans le business de l'argent ou de l'humain? Attention à la réponse. Bon, non, mais je la connais la réponse. Mais... Non, c'est hyper intéressant. Moi, je suis convaincu que tu peux faire un business qui fait du bien au monde et que tu as envie de voir exister parce que tu penses que c'est fondamental et que ça va améliorer la vie des gens, qui est hyper marrant à monter, et je pense que c'est le cas d'Augment, et qui peut potentiellement rapporter gros. Ok. Et donc, je pense pas qu'il faut que, dès le départ, faire des concessions sur aucun des trois sujets. Mais tous les facteurs sont importants dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, pour moi, les trois étaient... je sais pas qu'est-ce qui est plus important ou pas. Mais en tout cas... Pourquoi Billion Dollar Company? Pourquoi avoir un impact à 1 milliard et pas forcément à ne serait-ce que putain à 100 millions? C'est pas mal les gars. Ah, mais 100 millions, c'est sympa. Ok. Franchement, Donc c'est un personne te jargon, dira que 100 c'est- millions, c'est pas... Ouais, je veux dire, c'est pas- vous vous êtes posé en vous disant, parce qu'on sait aussi que la levée de fonds, c'est une stratégie pour aussi déployer, aller plus vite. Vous avez levé 2 ou 3 millions, c'est... 6 millions. Oh, excusez-moi. Pardon. Putain, je suis tellement... Putain, c'est un gros seed aujourd'hui. Ouais, c'est un gros site. Un mini précis d'il y a 2 ans, mais... et pourquoi je posais cette question? Je sais pas pourquoi j'ai envie de me tourner vers Roy, mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression qu'en fait, t'as moins été matrixé que nous. Mais t'as bossé en VC ou pas? Non. Est-ce que l'univers licorne, bon, tu le connaissais déjà avant de rentrer à HEC, mais vu que t'étais pas directement dans ces fonds-là, et je le dis parce que, dis-moi si je me trompe, Ariel, mais quand on rentre dedans, le but d'un stage c'est d'apprendre. Tu regardes aussi tes supérieurs avec
de l'inspiration, quoi. T'as envie, je sais pas si leur ressembler, mais en tout cas apprendre de leur métier. Sinon, j'ai envie de te dire que t'es pas au bon endroit. Enfin, moi, c'est à titre perso. Putain, je vais y arriver. C'était quoi ma question du coup? Ouais, est-ce que tu avais cette ambition de créer une licorne, de créer 1 milliard? Est-ce qu'il y a un moment, avant même de lever des fonds, il y a un des deux qui a dit franchement, est-ce qu'on a envie d'aller aussi vite? Attends, la question c'est sur avoir envie de lever une boîte envie de créer une boîte qui vaut 1 milliard ou envie de lever des fonds? C'est compliqué de créer une boîte qui vaut 1 milliard Non, sans mais est-ce que lever des fonds. Je pense que lever des fonds, c'est une opportunité exceptionnelle. Ok. Ça te permet de te donner le moins de tes ambitions, ça te permet d'aller à 100%, ça te permet de penser uniquement à ta boîte et d'y aller le plus vite possible avec le plus d'ambition possible. Et donc je pense que pour ça, lever des fonds, c'est extraordinaire. Ça, je le pense. Ok. Est-ce que moi, je me suis dit, je veux faire de l'entrepreneuriat pour monter une boîte qui vaut 1 milliard? Non. Ok. Ok, d'accord. Mais tu peux quand même avoir de l'impact. Enfin, tu peux te développer sans lever des fonds. Je veux dire, c'est une opportunité, mais est-ce que c'est pas aussi émotionnel et te dire qu'il y a des gens qui croient en toi? Et est-ce que par moment, tu te dirais pas, ouais, mais je préfère que ce soit des étudiants qui croient en moi plutôt que des investisseurs? Il y a évidemment de tout, c'est hyper important. Il y a des projets en fait qui ne peuvent être montés qu'avec du financement à la base. Ok. Et quelque part, ça a été un calcul même un peu stratégique. Quand on regardait les options qu'on avait devant nous, on savait que, par exemple, de par mon stage en VC et les réseaux qu'on a pu se créer, etc., on avait une opportunité d'aller lever de l'argent en précide et donc de pouvoir monter et d'entreprendre sur un type de business qui n'était pas forcément accessible à n'importe qui. Et donc, on avait un avantage compétitif, il y avait une barrière à l'entrée. Ok. À nous d'en faire un maximum. Et Augment, c'est ça. Augment, c'est impossible de bootstrapper Augment. Ok. En tout cas, c'est très, très compliqué. Et ça nous a permis directement de créer la brand, de faire de la crédibilité, etc., etc. C'était quelque part un calcul et une opportunité aussi. Et on se sentait, je pense, à l'époque aussi, les épaules pour le faire et l'envie de se lancer dans ce type d'aventure. Mais je crois que je comprends enfin la question que je veux vous poser. Mais c'est super. On parle de 0 to 1. Est-ce que vous avez cherché une $1 billion ID, company ID, ou est-ce que vous êtes tombé sur un pain qui est le MBA et vous vous êtes dit il y a une opportunité? Tu comprends ce que je veux dire? En tant que VC, est-ce que tu t'es posé et tu as noté 50 idées en te disant est-ce que celle-ci est scalable et on va pouvoir lever des fonds? Ou comment vous est venue l'idée Augment, quoi? Je pense qu'on réfléchissait différemment, vous et moi. Ok. Complètement. Moi, je pense que j'avais des critères qui étaient un petit peu différents. Je voulais que d'un côté, ça puisse être gros. Ok. Et donc, avoir ce rêve et se dire, OK, il y a peut-être un moment où ça va partir en sucette, il va se passer des trucs et ça va être incroyable. Mais je voulais aussi que ce soit un projet frisson, un projet passion. Et j'adore la production de contenu, j'adore le contenu business. Et donc, c'était hyper important pour moi que même si je voyais une opportunité super grosse dans un autre marché qui me parlait un peu moins, j'allais pas me décider à y aller, c'était pas fait pour moi. Donc j'avais besoin de cet élément de ok, je façonne le produit, je raisonne avec la mission, c'est juste un kiff et je me projette dans la boîte. Je pense que Roy c'est différent. Alors, je pense que c'est différent. Moi, je pense que j'aurais pu être tombé amoureux de n'importe quel projet, que je serais tombé amoureux de mes users, que je serais parti en conquête, peu importe le projet. Mais c'est facile de dire ça quand on travaille maintenant sur un projet ultra cool, ultra sexy. C'est facile quand de tu dire vas, ça quand ça se passe bien. Ouais. Exactement. Quand tu vas en soirée et que tu peux raconter ce que tu fais et que tout le monde comprend et que tout le monde trouve ça sympa, c'est vrai que c'est chouette. Je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'à l'époque, quand on cherchait pour monter une boîte, j'aurais pu travailler sur un SaaS de logistique et que j'aurais vécu l'aventure à 200 000% et que ça m'aurait fait autant kiffer. Mais peut-être je me trompe aujourd'hui. Ok, non mais c'est intéressant. Qui a parlé d'Augment avant même de parler du nom, hein, mais le pain? Déjà, expliquez-moi donc le problème que vous attaquez. Vous en avez parlé un petit peu en intro. Et qu'est-ce qu'on a parlé auquel? Qui en a parlé à qui en premier? En fait, bon, moi j'avais fait une autre boîte avant. Okay. J'étais dans une autre boîte, ça sentait la fin pour moi. Je pense que j'avais fait le tour de mon aventure. Tu l'avais créé? Que j'avais créé. Raconte l'histoire, elle est très marrante. Je vais la faire en 2 mots. C'était pendant le M2 HEC Entrepreneuriat Covid. J'étais à Bruxelles, j'étais rentré à Bruxelles puisque tout était en ligne. Et j'étais avec un ami, on avait une imprimante 3D, on a inventé un petit clip que tu pouvais mettre sur le masque pour empêcher la buée d'aller sur les lunettes.
Et on a commencé à commercialiser ça en Belgique, en France. On est passé de une imprimante à 30 imprimantes 3D. On a vendu Mais non. 1 million de clips en Europe, un peu en Afrique, chez Carrefour, chez Medimarket, dans plus de 1000 pharmacies. Donc c'était une aventure de fou qui a duré en fait le temps C'est du incroyable. deuxième confinement, donc pas grand chose. Vous avez fait combien de CA? On avait fait 500 000 de CA. Et vous margez à combien dessus? Beaucoup. Non, mais ça nous coûtait 5 centimes à produire, grosso modo. Ouais, et ok. On vendait ça en moyenne 50 centimes. Ok. Donc c'était une aventure géniale. J'ai appris plein de trucs. C'était la première fois que moi j'avais fait du chiffre d'affaires. Donc c'est extraordinaire. Mais quand le Covid a pris fin, voilà. Là pour le coup, je sentais qu'il y avait le contraire d'un founder market fit. L'imprimerie 3D, c'était pas trop pour moi. Ouais, Et c'est- donc ok. voilà. Et donc en fait Ariel, on était meilleurs amis. Donc toutes mes galères, il les suivait. Et moi je suivais ses galères. Et donc voilà. Ça te mentait, excuse-moi, hein, mais tu l'as pas monté avec des Avec potes? un très bon ami à moi qui est à Bruxelles, Ok, alors, qui continue le business, qui a réussi à le renouveler, et Il- c'était lui qui était plus imprimante 3D. Et donc en fait, moi j'aurais pas pu continuer le business seul parce que je sais pas faire marcher une imprimante 3D, alors que lui, comme il sait faire marcher l'imprimante 3D, s'il apprend à vendre, eh ben il peut faire continuer le business. Et c'est ce qui s'est ouais, passé. donc la secret sauce, c'est lui qui l'avait Voilà, plus que toi. exactement. Est-ce que à ce moment-là, il y a une sorte de relation que tu as avec Ariel, sans comparer avec cette personne, et c'est pas elle, hein, c'est plus l'alchimie qu'il y a. J'essaie de comparer l'alchimie qu'il y a entre vous deux avec ton ancien fondateur. Est-ce que tu vois des choses qui te manquaient, des choses que peut-être tu te permettais moins de lui dire, alors qu'avec Ariel plus C'était vraiment un business très différent. Ariel sort de la salle. Si Non, tu- non, si- c'est- si je sens qu'il est pas en confiance. Non, pas du tout. C'était un business bootstrap qui Ok. n'avait rien à voir. Et évidemment, sur les sujets commerciaux, je prenais je prenais toutes les décisions. Et lui gérait sa partie. Donc, on avait vraiment une dynamique différente. C'était très scindé, tu veux dire? C'était très scindé, même si, alors, de manière générale, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe et qui partage tout. Et on n'était que deux. Donc, on partageait énormément. Non, c'était vraiment une autre aventure complètement différente qui n'a Ok. pas vraiment de comparaison avec celle-là, honnêtement. Ok, moi, je m'entête à faire des comparaisons, mais moi en tout cas j'entends beaucoup l'équipe, le fait d'être deux, et j'ai l'impression que t'aimes bien te défoncer pour les autres aussi. Allez, ok. On rentre du coup, Augment. Déjà, pourquoi Augment? Comme nom. Ouais. Alors moi, on m'a toujours dit que c'était mieux d'avoir un nom qui commence par la lettre A, B ou C pour être en haut des classements par ordre alphabétique. Et donc en fait, pour chercher le nom, on voulait un nom qui commençait par un A. C'est le DG de Google qui t'a dit ça avec Alphabet ou Non, mais tu rigoles, mais quand tu étais aussi en VC et que tu allais sur le portfolio des boîtes et que tu allais Bah oui, tu regardes. voir tout, bah, tu avais les boîtes qui généralement sont classées par ordre alphabétique. Ouais, Donc, c'est vrai, ok. alors je peux pas dire que ça nous a ramené des centaines de millions de CA pour le moment. pas encore. Mais on cherchait un nom avec A qui était positif, qui allait vers le haut, qui se lisait aussi bien en français qu'en anglais. Ok. On a choisi le nom et on a... ouais, voilà. C'est quoi la vision, la V1? Donc si je comprends bien, on reparle un petit peu du problème. Si j'ai bien compris, hein, le problème c'est justement que il n'y a pas de MBA accessible qui puisse permettre justement à des personnes d'acquérir ces compétences de leadership, ou du moins pas de la bonne manière. Ouais, compléter Tu veux la le pack. vérité? Ouais. La vérité. Est-ce que vous vouliez V1, faire un c'était MBA ou pas? pas hyper sophistiqué. Ok. La V1, C'était de se dire- avec vous. alors on était dans un petit resto, on parlait, on disait, viens, on va faire des cours de business hyper stylés. Genre, on va prendre les meilleurs mecs de la planète, on va faire la meilleure prod avec la meilleure brand et ça va être incroyable. La vision, si on peut appeler ça une vision, c'était de créer les meilleurs cours de business sur Internet avec les meilleures personnes. Et en fait, Chose faite. voilà, Oui, chose- oui, chose oui. faite. Oui, non, parce que tu dis la V1 comme si c'était un truc Non, mais totalement décalé. C'était pas plus sophistiqué que ça. Tu prends un truc qui existe et, Et on tu se le dit le pimpes. cours de business. On va dire, ok, c'est quoi la Tesla ou la Apple du cours de business, la version hyper premium, hyper léchée, hyper quali. On a commencé comme ça, en packageant ça en alternative MBA. Aujourd'hui, on a plus de 500 étudiants dans le monde entier, principalement aux États-Unis, mais dans tous les continents. Lancé il y a moins d'un an. Lancé il y a moins d'un an, il y a à peine 9 mois. La boîte, on a commencé à travailler dessus il y a 18 mois. On sent que la promesse Alt MBA, qu'on avait choisi, mais pratiquement au hasard au début, parce qu'il fallait faire comprendre que c'était de l'éducation business. Et donc, ok. on a utilisé ce terme-là. On peut dire que c'était une go-to-market stratégie. C'est Exactement. un package le MBA? Exactement. Ok.
à la Un base, format, quoi, c'était un package, c'était une manière catchy d'expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est là, ah mais en fait, c'est ça la vraie valeur. Et on a des étudiants et des clients dans le monde entier qui nous disent le système du MBA traditionnel est cassé, je cherche des alternatives sur Internet, j'ai besoin de cette brique éducation, de cette brique communauté, de pouvoir mettre un certificat sur mon LinkedIn et il n'y a pas d'alternative pour moi. Qu'est-ce qui est cassé dans la brique MBA, sachant que moi j'ai une idée un peu vaste du truc qui est souvent c'est même des ingés qui vont, d'ailleurs c'est des gens qui n'ont pas un background business, j'ai l'impression, qui vont faire quelques années dans une entreprise et justement ils arrivent à un palier de leadership où pour accéder à un job au-dessus, c'est la boîte qui te dit je t'envoie faire ton MBA, je vais te le payer. Ça c'est le truc romancé dans ma tête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Le vrai problème, c'est qu'il y a moins d'1% des gens qui font un MBA. Ok. Et nous, on ne va pas créer un MBA alternatif pour empêcher les gens d'aller à Harvard. C'est comment donner une éducation business crédible et axée sur le réel aux 99% des gens. Donc accessible, tu dirais? En termes de prix. Ouais, pourquoi c'est que 1% qui font le MBA? C'est de l'argent? Parce que c'est trop cher, parce que ça prend 2 ans, Ok. parce qu'il faut passer tout un tas de tests pour réussir à être accepté. Et en réalité, quasi personne ne fait de MBA. C'est vraiment, il y a très peu de jobs qui vont te demander d'avoir un MBA. Ok. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée qu'ont les gens. Personne ne demande un MBA. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, la valeur des diplômes, on peut en parler. Mais les diplômes, les écoles et tout ça, dans 100 ans, je ne sais pas qui en parlera. Là, on devient de plus en plus dans une économie des skills, de savoir-faire. Aujourd'hui, un monteur vidéo, Je bois un tes designer, paroles, là. un storyteller, il va gagner beaucoup plus d'argent que celui qui vient avec son diplôme de je ne sais pas où. Et donc en fait, c'est un peu le sens de l'histoire et c'est vers là qu'on va, nous. C'est qu'on essaie de donner aux gens une possibilité d'apprendre des skills du business qu'ils Ouais. pensent qu'ils auraient appris dans un MBA de manière très accessible, de manière très directe, de manière très flexible, où on met en fait l'accent sur la qualité du contenu et non sur l'honneur du diplôme. Tout ça à moins d'1% du prix du MBA traditionnel. Dites-moi les prix. Aux alentours de $1 700, Ok. ça va monter. Ok. Non, mais First mover, non mais normal, c'est le jeu. C'est vrai, mais ça va monter parce qu'on enrichit le catalogue de contenu et qu'on ajoute plein de services additionnels. Ouais, je spoil les gens, ça va pas passer à 10K non plus. Hein. Jamais. Ok, non mais on est d'accord. Attends, quand je te dis je bois tes paroles, pourquoi? J'ai la question que je te pose. Tellement de réflexions, je sais même pas à qui est la responsabilité, mais moi aussi j'ai fait une école de commerce, je suis allé chercher tous ces badges, j'ai eu le sentiment, même en sortant de VC, et déjà en étant en VC, en côtoyant des entrepreneurs au quotidien, c'était concret. Putain, c'était la première fois de ma vie, c'était concret ce qu'on faisait. J'étais en finance, on m'a déconseillé de faire un stage chez AWS, donc c'est te dire à quel point il fallait que j'aille vraiment dans les JP Morgan & Co. Pourquoi on fait des études? Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous parlez de carrière quand vous parlez à vos étudiants? Parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé dès le départ. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que à l'heure actuelle, les études sont encore très importantes. On va pas se mentir. Il y a une question que je peux me poser. Moi, comme je t'ai dit, j'ai failli ne pas faire de master. Si j'avais pas HEC, j'aurais été fondamentalement la même personne. Il n'y a aucune connaissance que j'ai appris à HEC que je n'aurais pas eu aujourd'hui. Est-ce que j'aurais eu les mêmes opportunités que si j'avais fait HEC? On va pas se mentir, probablement non. Et juste un truc quand même, c'est l'ambition, je trouve, t'entourer de personnes qui sont ambitieuses, ça, c'est contagieux. Donc C'est juste pour contagieux et je suis complètement d'accord. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, en France, et c'est peut-être pas forcément la même chose dans tous les pays, les études, ça reste quelque chose d'important. Et je pense et j'espère pour la France que cette mentalité va un peu évoluer au fur du temps. Elle est différente à l'international? Parce que tout à l'heure, on parlait même des Apple ou Tesla du MBA. Non, mais c'est quoi les intéressant ce que tu alternatives? dis. Je pense Ouais. que nous, on a un biais et qu'on monte ces startups à visée internationale. Et dès le départ, notre marché principal a été les États-Unis, Mhm. en étant un petit peu hors système parce qu'on n'est pas français. On est de Bruxelles à la base, on est belge. Et donc, on n'a pas du tout, je pense, le même rapport aux études, le même rapport au diplôme. Il n'y a pas forcément de grosses universités en Belgique. C'est totalement différent. Et sans doute que ça a dû jouer un rôle dans notre réflexion. Vas-y. Moi, quand je regarde des CV pour Augment, alors là, mais vraiment, j'en ai rien à foutre des études. Mais je te dis, rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, Non, mais c'est Simplement. Et je pense que notre génération grandit, sera un moment dans des postes plus supérieurs et que c'est vers là que ça va. Quand t'as fait 2 ou 3 ans de prépa, je peux pas leur jeter la pierre d'être fier de leur école, mais j'ai pas l'impression que quand t'as commencé en histoire ou en maths, et d'ailleurs c'est ça que je trouvais assez drôle, je sais pas si vous voyez, à Londres notamment, il y a
tellement de personnes qui sont aujourd'hui en VC qui ont fait genre une licence de langue. Ouais. En France, enfin voilà quoi, c'est Ingé ou école d'ingé et école de commerce. Et c'est ça qui est ouf quand je vous parlais de carrière. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose d'un point de vue pro, même d'un point de vue stage, etc., c'est pour ce qu'on va faire, pas pour ce que ça va nous apporter dans potentiellement 2 ans en sortant d'école, le premier CDI, etc. Alors, c'est quelque part, je pense que c'est pas un bon conseil de dire on s'en fout de la carrière. Non, y a pas de- non, mais Mais il y c'est aura vrai. de plus en plus qui se posent la question du quotidien. Mais Quoi. exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que analyser des décisions de qu'est-ce que je vais faire ensuite seulement sur le prisme de la carrière, c'est sûr, c'est pas une bonne idée. Ok. Et je pense que pour beaucoup de gens de la génération de nos parents, etc., ils avaient en tout cas une approche qui était beaucoup moins flexible, beaucoup plus linéaire d'une progression professionnelle. Ils restaient évidemment beaucoup plus longtemps dans des boîtes. Il y avait des progressions qui étaient très différentes. Les boîtes évoluaient sans doute aussi beaucoup moins parce que les technologies évoluaient beaucoup moins. Donc le monde change. Le monde change, c'est une réalité. Et quelque part, il y a des nouveaux acteurs qui vont émerger, qui vont remplir des besoins qui aujourd'hui ne sont pas comblés par les systèmes traditionnels, etc. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des business schools traditionnels du tout. Vraiment, nous, vraiment, le but, c'est de pouvoir donner cette éducation-là à tous les gens qui n'en ont pas accès. Je sens que vous voulez Ouais, je pense que rebondir dessus. je pense qu'aujourd'hui, dans le marché du travail, et surtout avec la nouvelle génération des gens qui ont plus ou moins notre âge, il y a vraiment 2 types de personnes. Il y a celles qui travaillent pour partir en vacances et celles qui partent en vacances pour pouvoir mieux travailler. Et que quand tu montes une start-up comme la nôtre, j'ai besoin du 2e type de personnes. Celles pour qui la carrière est extrêmement importante, l'ambition, l'envie de faire les choses, sentir que le travail prend une place centrale dans la vie. Et il n'y a aucune critique de personne de quoi que ce soit. Hein. Je comprends tout à fait et c'est cool que notre génération permet ce type de mode de travail-là. En fait, tu peux travailler de partout et en fait, tu travailles parce qu'en fait, tu es content de pouvoir partir à gauche, à droite et avoir une vie bien plus flexible. Et je pense que c'est vrai qu'il y a ces 2 types de personnes-là aujourd'hui dans le marché du travail avec la nouvelle génération. Hyper clair. Et je m'auto-censure pour ne pas re-engage car il nous reste une vingtaine de minutes. Et je vais vous dire un peu les sujets là. J'aimerais comprendre qui est la cible et dedans on va essayer de comprendre à quel moment on est assez mature pour comprendre l'intérêt de prendre un MBA. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous allez l'appeler toujours MBA à terme ou ce serait... Ouais. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous vous adressez à des gens, vous allez nous en parler, mais qui n'auraient pas forcément fait de MBA à la base. Donc est-ce vraiment une alternative ou est-ce que c'est, je vais dire, complémentaire à parfois d'autres formations, façon. Et ensuite, il faut qu'on parle de la secret sauce. On va en parler. Mais du coup, ouais, première question, c'est qui votre cible et à quel moment on est assez mature pour se poser cette question de est-ce que je devrais rejoindre Augment ou pas? Alors aujourd'hui, notre cible, c'est clairement des gens qui travaillent. L'âge médian de nos étudiants est de 35 ans. Ils sont situés dans le monde entier. Je rigole parce que vous êtes plus jeune. Non, C'est trop drôle. Quoi. Non, c'est vrai. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui sont en poste et donc qui connaissent le monde professionnel. Donc, qui ont un besoin en fait. Et qui en ont besoin. Ce pas des gens qui ont 18, 20 ans, etc. C'est des gens vraiment qui travaillent et qui vont pouvoir apprendre un truc le soir, aller au travail le lendemain et l'appliquer directement. Est-ce qu'il y a vocation à ce que pour des plus jeunes, tu vois, insuffler cet élan entrepreneurial ou au contraire on a aussi d'autres programmes. On a un programme entrepreneuriat, un programme sales, etc. Et par exemple, on a fait un partenariat avec une association d'étudiants au Royaume-Uni pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat au sein des étudiants, etc. Donc on fait ce type d'opération pour aller... nous, le but vraiment, c'est de démocratiser l'accès à cette connaissance qui vient des meilleurs et pouvoir faire en sorte que les gens puissent prendre les bons choix dans leur carrière, monter des boîtes, avoir leur promotion, entre guillemets, peu importe. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on pense qu'il y a vraiment, vraiment un besoin. C'est des gens qui sont en poste et qui veulent passer à l'étape supérieure. Tu peux pallier le manque d'expérience. Je m'explique, je ne sais plus comment, mais tout à l'heure, on disait, voilà, tu as 10, 15 ans d'expérience, tu te poses ces questions. Mais je reprends vous. Alors oui, vous les avez presque les 10 ans ou 9 ans d'expérience, parce que 18 ans, vous avez commencé à parler d'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous pourriez suivre votre propre MBA aujourd'hui? Alors, 100%.
Déjà, on suit chaque conseil qu'on donne dans ce MBA. Ok. Donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est vraiment... Moi, j'ai parlé avec des milliers de potentiels étudiants. Genre, on applique à la lettre ce qu'on dit parce qu'au final, nous aussi, on construit une organisation et on part du début et on espère arriver loin. Et quand on l'applique pas, on regrette. Et quand on l'applique pas, on regrette. Et deuxième... Attends, là, il y a un exemple. Non, mais c'est vrai que souvent, il se passe un truc dans la boîte, on fait une connerie et puis on se dit, mais c'est fou. On dit C'était ça dans le cours et on se sent 2 fois plus bête. Ah, mais c'est intéressant. Et je C'est-à-dire pense qu'il y a des qu'il y a- choses que tu dis sans comprendre le sens Ouais. ou le fond parfois. Ouais. Et il y a une deuxième question qui est intéressante, c'est est-ce que le business, ça s'apprend? Je pense qu'on peut poser la question. Est-ce que le business, ça s'apprend? Par exemple, nous, aujourd'hui, on discutait, on a mis 6 mois pour se rendre compte d'un truc. On a mis 6 mois pour se rendre compte d'un truc. S'il On a dit passé un truc, c'est que je ne demande même pas de quoi il Non, parle. c'est Je un sais truc- qu'il le dira. un truc d'acquisition, de funnel, etc. Et en fait, Ariel, là, il est en train de lire un livre. Et en fait, dans le livre, il y a la réponse aux 6 mois où on était bloqué. Et en fait, apprendre le business, c'est donner des shortcuts aux gens. C'est leur permettre d'aller plus vite. C'est leur donner des frameworks qui marchent, qui existent et qui sont applicables. Et donc, c'est le business, évidemment, ça se joue sur le moment. Mais quand en fait, tu as des techniques, tu as des idées, tu as des manières de penser, ça te permet d'aller plus vite et d'éviter pas mal d'erreurs. Et j'ai un exemple hyper précis sur ce sujet-là. On avait un étudiant qui montait sa boîte, etc. Il y a une leçon qui dit, OK, comment parler de son idée de business, comment aller rentrer en contact avec des gens. Il a fait, il nous a envoyé un message. Les gars, j'ai signé 2 partenariats Avec cette strat. Quoi. avec cette strat qui est enseignée par le fondateur de Shazam, qui expliquait comment il pitchait Shazam à la base. Et tu te dis, mais c'est fou l'impact qu'un conseil peut avoir dans ta vie quand on parle d'une carrière. Et on est d'accord que c'est pas universel. C'est-à-dire que ce conseil, dans un contexte un tout petit peu différent, peut changer la donne et ne Exactement. marcherait pas aussi bien. Après, c'est à l'étudiant d'avoir la lucidité d'analyser la situation dans laquelle il est et d'adapter le conseil à sa propre situation. Mais c'est sûr que prendre un programme comme ça en ligne, être bombardé de 2000 conseils, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire « Ok, c'est bon, je vais aller au taf demain et je vais me comporter différemment et ça va générer des résultats qui sont différents. » Est-ce que vous parlez avec des écoles, même des MBA plus tradis type HEC, INSEAD, et vous qui avez fait HEC, est-ce que vous avez des synergies avec des écoles de commerce? Parce que je pensais business, mais j'aimerais beaucoup, et je leur souhaite que les ingés commencent à proposer aussi ces choses-là. Et surtout, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque à ces écoles que vous sentez que qu'ils pourraient juste mettre en place, et vous, votre cursus à HEC l'aurait enrichi par exemple? Alors, on a signé un partenariat avec Albert School. Allez là, Exactement. Salam, cher Greg, que j'ai reçu dans le podcast Ah, bah, aussi. super, on l'embrasse. Alors, parenthèse, ce mec était sapeur-pompier, je sais pas si vous êtes au courant, il a fait des accouchements. Bref, je vous laisserai écouter le podcast. On n'était pas au courant, mais voilà. Il est incroyable, Greg. Il est incroyable. Et donc, pour dire que oui, on travaille avec des écoles de commerce traditionnelles, des nouveaux acteurs aussi qui veulent changer la donne, etc. Nous, c'est vrai que notre réelle expertise, c'est la création de curriculum et de contenu ultra engageant, ultra impactant avec les meilleurs. Une fois qu'on a dit ça, ça peut bénéficier autant aux entreprises qu'aux particuliers, qu'aux écoles. Ok. Donc, pour le moment, ça papote, mais ça ferme pas de porte. Ça papote, ça a déjà signé des deals, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être annoncés dans le futur, etc. Mais oui, ça travaille. Mais alors, ça veut pas tout lâcher. Très bien, je respecte. Tu veux rajouter quelque chose, cher Roy? Non. Si on enchaîne, de toute manière, on l'a palpé, mais il y a le fait que ce soit online, que ce soit de la théorie et aussi de la pratique. Et il y a un truc encore plus, je crois que c'est toi qui en parlais au tout début, le mindset de l'entrepreneur, etc. Est-ce que vous voulez, je sais que ça a été un petit peu dans tous les sens, mais vous voulez nous expliquer peut-être en 3-4 points, tu vois, c'est quoi vraiment, pourquoi les gens devraient rejoindre Augment, qu'est-ce qu'ils vont trouver qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Et après, on parlera des stars, donc gardons-le de côté, comment on va chercher ces putains de stars, quoi. Ça m'intéresse. Je pense qu'on n'invente aucun concept qu'on enseigne dans Augment. Ok. Si quelqu'un se pose dans une librairie et lit tous les livres business de la planète, il va trouver les mêmes conseils, etc. Le travail que nous on fait, c'est de les pré-mâcher, de les condenser et de les organiser en un curriculum qui va prendre l'étudiant par la main et lui enseigner les fondations de la stratégie,
de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du marketing, etc. dans un ordre pour, de manière très pédagogique, lui faire incorporer les concepts et pouvoir les appliquer le lendemain quand il va aller travailler. C'est la différence entre l'accès à l'information que tout le monde a et l'éducation, ce que nous on fait chez Augment. Et donc, il y a toute une méthodologie qui est basée sur ce que les Américains appellent du micro-learning, c'est-à-dire diviser le contenu en micro-capsules de 5 à 10 minutes sur des sujets qui sont hyper précis, hyper impactants, qui vont varier entre de la vidéo, du quiz, de l'enseignement interactif, des cas pratiques, des ressources téléchargeables, etc., condensés en un programme. La secret sauce, c'est ce côté célébrité où en fait, on va, pour augmenter l'engagement, utiliser des exemples de produits et de services qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Tu utilises Shazam, tu utilises Wikipédia, tu utilises YouTube. Et donc, de voir comment les Je voulais concepts... dire non, mais les trois, les trois, oui. Et donc, tu vois comme les concepts qu'on va enseigner, une fois ramenés à ces produits-là et à ces services que tu utilises tout le temps, bah, tu vas de un, pouvoir les incorporer beaucoup mieux, les comprendre et voir directement la mise en pratique de ce qu'on enseigne. Et c'est vraiment ça que nous, on a trouvé qui manquait dans l'école de commerce traditionnelle. C'est ce rapport avec la réalité. C'est le concret, quoi. C'est le réel. C'est attends, non, c'est pas avec toi que j'en parlais, mais j'ai eu une autre personne avec qui je vais enregistrer. Je t'ai dit, tout se mélange dans ma tête, mais ils expliquaient que en école d'ingé, on te parle même aujourd'hui d'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies, on te le décorrèle totalement de la réalité. On te parle de la technicité, mais pas de l'application dans notre champ au quotidien. Donc ça, tu vois, tout à l'heure je te demandais, mais ça c'est un truc qui manque en fait en école de co. Énormément. On crée dans le réel. On part des histoires des gens. Et d'ailleurs, le processus de création de cours est, moi, un des trucs que je préfère à faire dans cette boîte. Comment on crée nos cours? On va étudier la vie et les parcours et les boîtes de nos intervenants. On va sortir 50 pages de notes et de ces pages de notes, on va dire, OK, c'est quoi les grosses leçons, c'est quoi les grosses expériences et comment on en fait des cours? Donc comment on va amener cette expérience et surtout, on va dire, c'est presque une fable avec le learning à la fin, enfin la morale. C'est exactement ça. Pour qu'on la garde bien et qu'on le. On part de l'expérience de l'entrepreneur, du fondateur de Shazam, d'une belle histoire qu'il a. On le match à un concept business qu'on pense extrêmement important et à enseigner, qui en fait un conseil pour n'importe qui veut monter sa boîte ou qui veut comprendre le business. Et c'est comment rattacher l'histoire d'un mec qui a fondé Waze à Monsieur Tout le Monde. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et par exemple, on a le... J'aurais voulu me poser une question. Non, mais c'est vrai, on a le fondateur de YouTube qui donne un cours sur comment négocier la sortie de sa boîte avec ses investisseurs. Il raconte, un jour, il y a Google qui arrive, qui me dit, OK, ça fait 18 mois que ta boîte existe, je mets 1,7 milliard sur la table. Et lui, il va chez Sequoia et il discute. Mais ça, on l'enseigne. Comment est-ce que tu crées un produit qui est frictionless, qui est sans friction? Le fondateur de Shazam, c'est l'app la plus frictionless du monde. Tu as juste un gros bouton, tu appuies, ça te dit de la musique. Il t'explique comment il réfléchissait. Comment est-ce que tu t'étends à l'international? Il y a le fondateur de Lime qui t'explique, OK, j'ai pris Lime et je l'ai mis dans 130 villes dans le monde. C'est chaque fois à partir du réel pour enseigner des concepts par les gens qui sont les plus pertinents et charismatiques dans leur domaine pour enseigner. Et donc ça correspond à différents niveaux de vie de la création de l'entreprise. Je me dis un truc juste, est-ce que le fait d'avoir des exemples, je sais je crois que même quand on échange, même les gens qui écoutent notre podcast vont retenir peut-être max 30%. Genre on te dit l'attention est soutenue, c'est pour ça qu'on prend des notes et tout. Est-ce que le fait d'avoir des exemples permet de mieux imager et donc peut-être d'avoir des sortes de mémos techniques, de mieux s'en rendre compte? Nous, c'est clair qu'on a fait le choix de partir sur des personnes qui ont créé des boîtes qu'on utilisait. C'était un choix. YouTube, Shazam, Waze, etc. C'était un choix. On aurait pu trouver des boîtes B2B qu'une personne sur 100 connaisse. Et le mec, il a pu... Bill, t'as compris, hein, la Decacorn, je sais pas quoi. On a fait exprès de prendre des exemples de boîtes qui parlent à tout le monde. C'était super important pour nous. On pense que c'est comme ça qu'on apprend mieux. On pense que c'est comme ça que c'est aussi excitant d'apprendre parce que apprendre, c'est aussi, ça doit être chouette. Tu dois kiffer, tu dois te dire waouh. C'est ce mec qui est en train de me raconter l'histoire de la boîte que j'utilise tous les jours. Et donc, on a voulu amener tous ces ingrédients pour enseigner le business un peu à la sauce Augment. Ok, je bombarde parce qu'il nous reste peu de temps. Il est 51. Parfait. À 59. Tranquille. Allez, disent-ils alors qu'ils vont m'engueuler en off. Ok, question toute simple. Comment on crée une communauté? Je vais poser la question un peu différemment, qui est que quand on est full online, c'est quand même compliqué de fédérer des gens. Et en même temps, je reprends ce que tu disais avec le mindset. J'imagine qu'il passe non pas par de la théorie, mais de la pratique, de l'échange. Comment on crée une communauté aujourd'hui avec 500 étudiants, c'est ça? Je pense qu'on n'a pas la prétention de dire comment on sait build une communauté. Alors, comment vous le faites? Non, alors comment nous on va le faire? Parce que la réalité, c'est que pendant la première année,
on a mis tout l'effort à prouver qu'il y avait de l'attraction, avoir nos premiers étudiants. Et évidemment, c'est compliqué de build une communauté avec 100 personnes. Maintenant qu'on a 500 personnes, l'objectif en 2024, ça va être d'aller à fond dans notre communauté, organiser des events, in-person event. On a fait notre premier event à Londres il y a une semaine et on en fait un dans un mois à New York. On va faire des live sessions. Je voulais l'invite, mais là, ça va être chaud, là. On va Déjà, créer des Londres, tu m'as dit, je crois, c'est par les 2 jours avant. J'étais en mode, ah ouais, c'est un peu compliqué pour aller à Londres. On va faire des live sessions. On va avoir des groupes WhatsApp par ville. On va faire des groupes Slack. Et ça va être vraiment un des gros challenges d'Augment. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la prétention de savoir comment build une communauté. On va y arriver, attention. Hein, mais on va apprendre mais sur voilà, le tas aussi. Et ça va être maintenant notre rôle, notre ambition de créer une communauté qui vit, qui se crée de la valeur, qui peut vivre d'elle-même, avoir des ambassadeurs qui pourront se meet up dans toutes les villes du monde où sera présent Augment. Donc voilà, ça va être un des gros challenges de 2024. Et les gens le veulent. Et les gens le veulent. Et en fait, vraiment, on l'a vu dès le début, on avait 30 étudiants, les gens se parlent, les gens s'envoient des messages, les gens postent sur notre groupe On LinkedIn, n'aime pas être etc. seul, en fait. Non, vraiment. Ouais. Et donc on sent, c'est pour ça qu'on a tellement confiance sur le fait que ça va marcher, parce qu'on sent l'attraction et le besoin. Et la commu pourrait enrichir 2 choses. Hein. Est-ce que la commu peut enrichir votre module pédagogique et est-ce que vous, de par l'expérience de la création d'une commu, lorsque vous aurez peut-être 50 000 étudiants, si tu pourras dire que tu as réussi à créer une communauté, tu pourrais rajouter un volet? Ce qui est hyper intéressant, c'est par exemple, quand on a signé Steve Chen, le fondateur de YouTube, on savait qu'il allait venir à Paris. On a parlé à nos étudiants, on leur a dit, OK, Stevie arrive, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et donc c'est vrai qu'on a eu des idées d'eux et on a ajouté cette brique collaborative. Et Steve, il a adoré quand on s'est pointé chez lui, qu'on lui a dit, bah, écoute, nos étudiants veulent que tu parles de ça. Il a adoré. Donc c'est vrai qu'on essaie de jouer sur ça. On a eu des étudiants qui ont envoyé des messages à nos profs et le fondateur de Waze qui était hyper content parce qu'on lui a dit que son cours était incroyable, etc. Donc ouais, franchement, plein de trucs très Mais c'est encore work in progress. Le programme pourrait évoluer à terme? Ouais, exactement. Bien sûr, Okay. on rajoute toujours des cours. On a lancé 3 cours sur ces 2 derniers mois. On ajoute un module de comptabilité qui sort Q1 2024. Donc, ouais, on est au tout début de ce que Augment sera dans 5 ans. Compta 101, les pires cours que j'ai eu à titre perso. Juste savoir comment on va chercher Steve. Excuse-moi, on est allé chez Steve. Bon, d'ailleurs, on l'a pas dit, et pour les gens qui nous écoutent, ils ont une bien meilleure prod que la mienne. Non mais très sérieusement, c'est très quali. Moi j'ai vu les photos, j'ai pas encore regardé le contenu. Enfin, je suis pas... Bon, je prétends pas vouloir faire un MBA pour le moment, mais passons. Comment on les convainc? Qu'est-ce qui fait mouche dans votre pitch? Et si tu as dit que tu les avais signés, c'est qu'ils ont quand même un intérêt financier. Sauf qu'on va pas se mentir, je ne pense pas que tu rivalises avec son salaire. Bon, prenons l'exemple de Steve Chen. Il a vendu des informations 100% publiques. Ouais, bien sûr. Google pour 1,7 milliard en Google Stock en 2006. Autant te dire que s'il n'a pas vendu, s'il ne pèse pas 2 ou 3 milliards. Donc voilà. Facile. Donc c'est assez dur de les appâter avec de l'argent, disons. On est d'accord. Comment on a eu la première personne? C'est la loi des grands nombres. Évidemment, comme tu sais, on connaît personne dans la Silicon Valley. On a grandi à Bruxelles. On a juste envoyé des mails à tout le monde. Un jour, Chris Barton, qui est le fondateur de Shazam, nous a dit « Ok les gars, ça a l'air sympa. » Out of nowhere, Ouais. cold emailing, Ouais. pas de ref. Ok. Viens, on se fait un dîner. Pas de souci. On est parti à San Francisco à 2. Mais non. Si, on s'est assis avec Chris, on a eu un dîner, il nous a dit « Ok les gars, c'est cool, viens, on le fait. Qui a payé le dîner? » Nous. Et il faut se dire, à cette époque, on n'a pas de site internet, on n'a jamais fait de prod. Vous avez levé ou pas encore à ce moment-là? On venait de lever. Ok, on vous venait avez un peu de trésor pour se prendre un Ouais. petit Paris Voilà, SF. on n'avait rien à enfin, montrer. Bruxelles. Rien. On avait littéralement rien à montrer pour qu'il ait confiance en nous, à part nos têtes. Mais si tu contactes 1000 personnes, tu vas avoir 200 personnes qui vont te dire, qui vont te répondre, 100 qui vont te dire non, 100 qui vont te dire peut-être, etc. Il va y avoir une personne qui te dit oui. Et une fois que tu as ce premier oui, tout le monde te dit oui après. Non mais toi faut que tu dises oui en face aussi. Moi ce que je trouve ouf c'est que vous galérez peut-être à avoir des noms. Là t'as le c'est Steve tu disais? Ouais. Ouais. Il dit... Non c'est Steve SF ou c'était Shazam pardon? Chris Shazam. Barton, c'est le fondateur de Shazam. Steve Chen, c'est le fondateur de YouTube. C'est ça, donc c'est Chris. Vous êtes... Enfin, je veux juste dire, on reste des humains. Il n'y a pas un moment où tu bégayes et tu dis attends mec, on est vraiment en train de réserver. Bon déjà, je pense pas que vous ayez pris première classe. Non. Sinon, je serais pas content les gars. Clairement pas. Je vais pas investir, mais Clairement pas. mais
Tu flippes pas un moment, tu te dis ah putain, shit's getting real. Mais tu vois. on a mis notre chemise, on s'est préparé, on avait chacun nos rôles, nos phrases. À ce moment-là, c'est le rendez-vous d'une vie. On est d'accord. Ok. On est d'accord, à ce moment-là, on est à San Francisco, on a fait 16 heures de voyage pour aller le rencontrer. On veut pas se louper. Eh ben, je te pose la question à toi, Roy. C'est quoi ta mission sur cette terre, justement? Est-ce que c'est ton projet de vie, Augment? En tout cas, faire des projets, c'est mon projet de vie. Ça, c'est sûr. Je pense que ma chance, moi, c'est que je suis pas très bon en quoi que ce soit d'autre et j'aurais pas pu aller comme tous mes amis HEC en finance ou en conseil. La seule chose que j'aime et que je sais faire, je pense, c'est monter des projets, Augment. Il y en aura probablement d'autres dans ma vie. Et j'ai pas envie de dire que ma mission, c'est de faire du bien dans le monde. C'est déjà, j'arrive à bien m'occuper de mes proches, de ma famille, kiffer ma vie, faire kiffer les gens qui travaillent avec moi, les propulser dans leur carrière. Je serais déjà très content. J'ai envie de dire gros mytho, je sais pas faire grand chose et en même temps le gars s'exprime plutôt bien. Donc c'est le moment de dire qu'il a quand même gagné. Gagné ou deuxième? Lauréat ou Alors, il a dauphin 3 millions de vues sur sa vidéo YouTube concours d'éloquence d'HEC 2019. Voilà, donc je demanderai aux auditeurs de savoir si j'aurais pu gagner ce concours étant moi-même podcasteur. Non, je rigole, mais bravo du coup, Roy. Merci. Et merci pour ta réponse. Du coup, je te pose une question un peu différente à toi, Ariel, qui va être en full impro, tu le disais. Ouais. Le conseil qui pour toi serait le plus important, celui que tu aurais voulu toi recevoir, j'ai presque envie de dire avant que tu aies monté ton premier business, donc focus entrepreneuriat, hein, mais donc peut-être avant tes 18 ans, ouais, un truc qui va rester à vie. Peut-être si je regarde mon parcours, il y a 4, 5, 6 ans où je savais que je voulais monter des boîtes, j'avais plein d'idées de projets, je faisais des pitch decks, je réfléchissais à des choses, mais je faisais pas grand-chose. J'étais très dans l'intellectuel et alors je pense, en regardant en arrière, que c'est juste que j'avais pas la flamme et que j'avais pas trouvé le projet qui alliait exactement ce que je savais faire, ce que j'avais envie de faire, ce que je trouvais cool, etc. Mais c'est vrai que je me dis, quel temps perdu à réfléchir, à se creuser les méninges, à analyser des portfolios de VC pour trouver la bonne startup, etc., etc. Juste fait quelque chose et que si j'avais juste publié du contenu sur Internet, créé un média, contacté des gens, etc., ben voilà, j'aurais pas eu cette impression de peut-être vide pendant quelques années. Et au final, aujourd'hui, tout va bien puisque je monte la boîte et je vis le rêve entre Tu aurais guillemets. pu le faire plus tôt. Mais de un, j'aurais pu le faire plus tôt. Et de deux, quand tu es sur le moment, tu sais pas que ça va s'arrêter. Et donc, tu as l'impression que c'est une condition permanente. Et au final, c'est très long et tu doutes et tu sais pas. Et tu dis, bah, au final, peut-être je suis pas fait pour ça, etc., etc. Un jour, ça s'arrête, heureusement. Mais Non, voilà, en regardant en arrière toute cette période-là, mais- j'aurais dû aborder différemment, j'aurais dû réfléchir différemment et avoir un biais pour l'action totalement différent. Je suis tellement d'accord, je suis très cérébral et souvent j'en parle. Il n'y a pas un moment où tu dois arrêter d'intellectualiser et juste faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, la pédagogie, la notion que tu apprends dans vos cours ne vaut rien si tu peux pas, du coup, être au job le lendemain et pouvoir l'appliquer. Bon, les gars, il est 19h00, donc je vous laisse ou on prend une dernière question? Dernière question Allez, vas-y. pour le Roy. Allez, Roy, c'est toi. Je te laisse choisir. Je suis gentil, hein. Soit tu as la possibilité de me répondre sur ton board member vivant, mort, fictif ou réel que tu aimerais avoir sur Augment, soit tu me réponds franchement les yeux dans les yeux et que moi je pars du principe que chaque entrepreneur est un peu fou. Quelle est ta folie? Quel est ton trauma? Moi je sais déjà sur quelle question il va répondre. Tu veux l'aider? Tu peux l'aider un Peut-être petit t'en as peu, Ariel. Ma phobie, mon trauma. Ah, c'est un peu plus perso, mais... Excuse-moi, putain, Ou un Alors, board non, mais member? ce qui est assez marrant, c'est que je pense que on a un driver qui est assez commun, Roy et moi. Je pense qu'on est très drivé par le kiff. Et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir, même dans les moments difficiles. Et je pense que la notion d'aventure, de plaisir et d'adrénaline, et peut-être que le trauma et la phobie, c'est la peur de l'ennui et la peur de la banalité et la peur du comme tout le monde, Vous etc. vous êtes etc. retrouvés à des moments dans votre vie, l'un comme l'autre, où il n'y avait pas de sens dans ce que vous faisiez au quotidien? Ouais, enfin, pendant beaucoup d'années, quand on était aux études, on se voyait 2 fois par jour. On n'était pas coloc. On mangeait à midi, on se prenait un café dans l'après-midi. Et juste, c'est vrai qu'on était à Londres.
on ne connectait pas forcément avec les gens qui étaient avec nous en cours. On se demandait ce qu'on faisait là. Les règles de l'université où en fait, pour être cool, soit t'es le meilleur en cours, ce qu'on n'était pas, soit t'es le meilleur en soirée, ce qu'on n'était pas. Comment t'existes en fait? Et au final, on n'avait pas trop de potes et on se voyait juste tous les deux. Franchement, entourez-vous bien, chers auditeurs. Enfin, je reprends un peu tes mots, mais et puis vous trouverez du sens. C'est bien déjà de se poser la question, je pense. Mais ouais, il y a des périodes pour tout. Bref, est-ce que tu veux terminer ce podcast, Roy? Je te laisse le mot de Non, la mais fin. c'était la première fois qu'Ariel et moi on faisait un podcast ensemble. C'était un vrai kiff. On s'est même dit des choses qu'on s'est jamais dit. Donc merci à toi. Et Avec grand on t'attend, plaisir. j'espère, dans quelques années pour te raconter comment Augment a changé le monde. Oh, on se reparlera bien avant ça, je pense. Merci les gars de Trop cool. Merci, m'avoir Yassine. reçu. Et puis, un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui doutent. Voilà, il y a deux gigotos de 27 ans qui pensaient pas être là il y a quelques années. Non pas à mon micro, hein, mais Non, c'est là, vrai, 100%. dans leurs locaux. J'aurais signé direct. Tu m'avais la feuille il y a quelques années, je signe direct. Bon. Un grand merci. À très Merci vite à toi. pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.